Bonsoir. Mardi, une commission sénatoriale a auditionné les anciens policiers du Capitole au sujet de l'assaut du 6 janvier. Tous ont convenu que la violence avait été planifiée à l'avance et qu'une défaillance de la communication des services de renseignement avait contribué au chaos. Au début de l'audition, le sénateur Klobuchar a demandé à l'ancien chef de la police du Capitole s'il avait vu un rapport du FBI indiquant des appels à la violence. Un anonyme aurait dit « Soyez prêts à vous battre » et le Congrès a besoin d'entendre des bris de verre, des portes enfoncées. Ce rapport relatif aux menaces émanant du FBI n'a pas été transmis à la police du Capitole. En fait, au cours des dernières 24 heures, j'ai été informé que le département avait vu ce rapport. Je ne crois pas qu'il soit allé plus loin que le sergent de la division des renseignements. Monsieur Stenger, avez-vous reçu le rapport? Non, D'accord. Monsieur Irving? je ne l'ai pas eu. D'accord. Les trois anciens responsables de la police du Capitole sont d'accord sur le fait que la défaillance du renseignement a rendu possible l'intrusion, mais ils ne sont pas d'accord sur les raisons de l'arrivée tardive de la garde nationale. L'ancien chef Sonde affirme qu'avant le 6 janvier, il a fait une demande de déploiement de la garde nationale, mais que l'ancien sergent d'armes de la Chambre des représentants s'est dit inquiet de la perspective d'avoir des troupes sur place. Ce dernier dément. Mon utilisation du mot perspective a été mal interprétée dans les médias. Soyons clairs, la perspective telle qu'elle est présentée dans les médias n'a joué aucun rôle dans mes décisions en matière de sécurité et toute suggestion contraire est fausse. Irving affirme que la décision de ne pas déployer la garde nationale avant le 6 janvier était une décision concertée sur laquelle ils étaient tous d'accord. Sonde a également déclaré que le 6 janvier, il a téléphoné aux deux sergents Irving et Stenger et leur a demandé de permettre le déploiement immédiat de la garde nationale. Il y a eu un différend sur le moment de cet appel et son contenu. Le chef Sonde demandait le déploiement de la garde nationale. Et en réponse à cela, il n'y a pas eu de oui, la garde nationale va intervenir. Le sénateur Ted Cruz a ensuite demandé à ces trois personnes de soumettre leur relevé téléphonique afin de déterminer comment la communication s'est vraiment déroulée. D'autres sénateurs ont soulevé des questions pour savoir si la police du Capitole avait été formée pour faire face à l'attaque. Sonde mentionne qu'ils ont été formés pour ce type de circonstances, mais suggère qu'on peut faire davantage. L'administration Biden rouvre un centre d'accueil de migrants de l'ère Trump pour les enfants en augmentant sa capacité d'accueil et cela en raison de la pandémie et de l'augmentation du nombre d'enfants interpellés à la frontière. Mais cette initiative suscite des critiques de la part des conservateurs et des progressistes. L'administration Biden a ouvert son premier centre pour enfants migrants à Carrizo Springs, au Texas. Ce centre a été créé par l'administration Trump et a été ouvert pendant un mois seulement au cours de l'été 2019. Aujourd'hui, il est réhabilité en centre d'urgence pendant la pandémie pour accueillir jusqu'à 700 adolescents âgés de 13 à 17 ans. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l'administration avait l'intention de le fermer une fois la pandémie terminée. Il s'agit donc d'une réouverture temporaire pendant la période du Covid-19. Notre intention est bien de le refermer, mais nous voulons nous assurer que nous suivons les protocoles Covid. Elle explique qu'en raison des exigences de distanciation sociale, les installations existantes ont dû réduire considérablement leur capacité et maintenant elles ont besoin de plus d'espace. Le nombre d'enfants non accompagnés qui traversent la frontière a également augmenté. En janvier, plus de 5 700 enfants ont été interpellés, ce qui représente le plus grand nombre d'arrestations sur un mois depuis des années. Mais la réouverture de l'établissement suscite des critiques à gauche comme à droite. Un certain nombre de progressistes se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur indignation, disant qu'ils avaient voté pour, je cite, la fin des enfants en cage et non pas pour son extension. De leur côté, les conservateurs dénoncent la couverture médiatique de l'installation. Beaucoup ont accusé les médias d'avoir changé leur terminologie de « enfants en cage sous Trump » à « installation pour enfants migrants sous Biden ». Beaucoup ont partagé cet article du Washington Post sur Twitter en s'interrogeant sur le changement de la façon de couvrir l'événement et sur la terminologie utilisée. Fox News a également écrit un article intitulé « Washington Post a publié un rapport sur le centre pour enfants migrants de Biden » après avoir titré « Les enfants en cage de Trump ». Le Washington Post a répondu à la critique dans un article intitulé « Non, le nouveau déplacement de Biden à la frontière n'est pas comparable aux enfants en cage de Trump ». Le journal se justifie en disant que Biden ne sépare pas les enfants des parents. Deux des candidats du cabinet Biden se heurtent à une certaine opposition à l'approche du vote de confirmation.
Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a été choisi par Biden comme prochain secrétaire à la santé et aux services sociaux. 75 législateurs républicains, dont des sénateurs et des membres de la Chambre, demandent au président Biden de révoquer cette nomination. La lettre affirme que Becerra n'est pas qualifié pour ce rôle parce qu'il n'a pas assez d'expérience dans le domaine. Ils affirment également qu'il est favorable au remplacement de l'assurance maladie privée par un système public et qu'il soutient la proposition de politique radicale sur l'immigration, l'avortement et la liberté religieuse. Lors de son audition, Becerra n'a pas répondu à la question de savoir si les avortements seraient financés par les recettes fiscales. Vous engagez-vous à ne pas utiliser les impôts pour financer les avortements et les prestataires de services de l'avortement? Bien que nous ne serons probablement pas d'accord sur tous les points, je peux vous dire que nous suivrons certainement la loi en ce qui concerne l'utilisation des ressources fédérales. Je peux prendre cet engagement ici et nous suivrons la loi. Becerra a fait des études d'économie et de droit et a déjà effectué 12 mandats au Congrès en tant que membre de la Chambre des représentants. Pendant ces mandats, il a voté contre une loi interdisant l'avortement à la naissance partielle, qui est une forme d'avortement tardif. Il a également voté contre une loi protégeant les enfants à naître en reconnaissant un embryon ou un fœtus comme victime légale. Becerra a besoin de 51 voix au Sénat pour être ratifié et comme le Sénat est composé de manière égale, toute nomination qui ne reçoit pas le soutien de tous les démocrates doit être approuvée par au moins 2 voix républicaines. Par ailleurs, la candidate de Biden pour le poste de directrice de l'Office de gestion et du budget se heurte également à quelques difficultés. Neera Tanden est confrontée à une opposition croissante, incluant le sénateur démocrate Joe Manchin ainsi que les républicains Mitt Romney et Susan Collins. Opposition en raison de ses déclarations partisanes contre les législateurs des partis. Tanden a supprimé plus d'1 millier de tweets et dit regretter ses attaques sur Twitter, mais les critiques remettent en question sa capacité à prendre des décisions impartiales. Une ancienne conseillère de Clinton a alerté sur ce qu'elle appelle la guerre contre l'humanité ou comment l'élite gouvernementale utilise la pandémie pour s'emparer du pouvoir. Voici les détails. Naomi Wolf, ancienne conseillère démocrate du président Clinton, met en garde contre le cheminement des États-Unis vers un État totalitaire en raison des décrets liés au confinement. Elle s'est entretenue avec Tucker Carlson sur Fox News. Sous le couvert d'une véritable pandémie sanitaire, nous nous dirigeons en réalité vers une situation de coup d'État, une situation d'État policier. Wolf explique que des États comme New York utilisent des mesures d'urgence en raison de la pandémie, mais l'histoire nous apprend que personne ne renonce au pouvoir d'urgence de son plein gré. Elle affirme que les dirigeants locaux et fédéraux utilisent la situation actuelle pour fermer des entreprises, violer le droit de culte du premier amendement et restreindre les déplacements. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une histoire de parti et que cela devrait rassembler la gauche et la droite pour protéger notre Constitution. Wolf s'exprime sur la question depuis un certain temps. En novembre, elle avait déclaré qu'elle n'aurait pas voté pour Biden si elle connaissait sa position en faveur du confinement. Elle rappelle que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de confinement à l'échelle de la société avec une économie étouffée et une restriction de la liberté de circulation. Elle marque la distinction entre le confinement et la quarantaine uniquement appliquée aux personnes malades ou éventuellement infectées et non aux personnes en bonne santé. Elle espère que les gens se réveilleront rapidement car elle pense qu'on ne pourra plus retourner en arrière. Un nouveau rapport révèle que des espions chinois utilisent un code développé par l'Agence de sécurité nationale américaine. Ils utilisent ce code pour des opérations de piratage. Une société de logiciels basée en Israël affirme que certaines caractéristiques d'un logiciel malveillant chinois sont similaires à celles développées par l'Agence de sécurité nationale ou NSA. Les chercheurs de Checkpoint Software Technology pensent que le logiciel malveillant chinois utilise le code de la NSA qui a fait l'objet d'une fuite sur Internet en 2017. En 2016 et 2017, un mystérieux groupe de pirates informatiques a en effet publié certains des codes les plus dangereux de la NSA, permettant aux cybercriminels et aux nations rivales d'utiliser à leur avantage les outils de piratage numérique fabriqués aux États-Unis. Les gouvernements du monde entier créent des logiciels malveillants pour profiter des failles des logiciels de leurs rivaux. Chaque fois que les espions découvrent une nouvelle faille, ils doivent décider s'ils doivent l'exploiter discrètement ou la corriger pour arrêter leurs rivaux ou les pirates informatiques malhonnêtes. Ce nouveau rapport suggère que les logiciels malveillants ou les outils de piratage développés par les gouvernements peuvent être retournés contre eux. Des centaines d'écoles britanniques risquent de devenir des relais de propagande pour le Parti communiste chinois. En effet, les écoles sont en crise financière à cause de la pandémie et les entreprises chinoises cherchent à les racheter.
Des centaines d'écoles britanniques sont en danger et risquent d'être rachetées par des entreprises chinoises liées au Parti communiste chinois ou à son armée. La pandémie laisse ces écoles privées britanniques dans une situation financière désastreuse. Les experts prévoient une frénésie d'achat par des entreprises dont certaines sont dirigées par des membres haut placés du PCC. Ces acquisitions renforceraient l'influence du PCC sur le système éducatif britannique. Le journal britannique The Mail on Sunday rapporte qu'il y a actuellement 17 écoles britanniques appartenant à des entreprises chinoises. Ce nombre devrait monter en flèche. 9 de ces entreprises sont gérées par des membres dirigeants du PCC. Même avant la pandémie, les entreprises chinoises achetaient déjà des écoles britanniques. Certains campus utilisent déjà des versions censurées par l'État de contenu sur la Chine dans leurs programmes. Comme le montrent les instituts Confucius de Pékin, ces versions prétendent qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan est une province renégate du continent. Elles dissimulent également les violations des droits de l'homme, y compris celles envers la minorité ethnique ouïghour, et dissimulent la répression des libertés de Hong Kong. Un professeur de l'école de commerce de l'Université de Caroline du Sud nous confie que la situation est préoccupante pour les générations futures. Le PCC va certainement contrôler le contenu enseigné. Il introduira également son système de lavage de cerveau dans les écoles. Progressivement, l'idéologie du PCC sera importée dans la société occidentale, et la jeune génération grandira pour accepter et soutenir le PCC de plus en plus. Une entreprise chinoise a ouvertement déclaré que son acquisition d'écoles britanniques visait à soutenir l'initiative chinoise controversée de la nouvelle route de la soie. Elle fait référence à un projet d'infrastructure fortement critiqué pour avoir piégé les pays en développement dans une lourde dette et pour l'utiliser pour étendre le contrôle de Pékin à l'étranger. L'entreprise s'appelle le Ray Education Group sur son site web. Elle expose en détail ses projets visant à se servir de ces écoles britanniques afin d'aider à renforcer l'influence économique et politique de la Chine dans le monde. La société Bright Scholar est aussi un acteur cité dans les achats d'écoles. Elle appartient à la fille de Yang Guoqiang, un membre de haut rang du conseil consultatif du PCC. C'est l'un des organes les plus importants du régime. Bright Scholar possède déjà 4 écoles britanniques. Un autre acteur est la société chinoise Wanda Group. Son propriétaire Wang Jianlin est également membre du conseil consultatif du PCC et a précédemment servi comme soldat dans l'armée populaire de libération de la Chine. Le groupe Wanda possède également 2 écoles privées britanniques. La pandémie a permis aux entreprises chinoises d'acheter encore plus facilement des écoles privées en Grande-Bretagne à cause du manque de financement du secteur. Les inscriptions ont chuté et les frais de scolarité ont été réduits, les élèves suivant les cours depuis leur domicile. Les internats britanniques auraient vu leurs frais de scolarité baisser de 35%. Connaissez-vous des enfants qui portent le masque toute la journée à l'école? Avez-vous noté des changements chez eux? Certains parents en France sont inquiets et affirment que leurs enfants n'arrivent plus à se concentrer. D'autres disent qu'ils vont jusqu'à perdre connaissance à l'école. Voyez le reportage de notre correspondant en France. Au début du mois, des enfants d'une école primaire dans le sud de la France ont commencé à s'évanouir et à s'endormir en classe. L'école a dû fermer à cause de ce mystérieux phénomène. Un journal affirme que le port du masque rendu obligatoire dans les écoles françaises en serait responsable. Les enfants le portent depuis 2 mois en classe et dans la cour de récréation. L'avocat Carlo Alberto Brusa affirme que le cas de cette école n'est pas isolé. Nous avons maintenant de plus en plus d'informations sur des enfants qui tombent dans les pommes. Des enfants qui ne sont plus concentrés. L'OMS affirme que les règles liées au port du masque doivent être adaptées chez les enfants de 6 à 11 ans. Certains enseignants en France se plaignent que les règles du port du masque obligatoire sont contradictoires et difficiles à suivre. Certains parents sont aussi inquiets. Dans le journal France Soir, une mère témoigne. Ces 10 derniers jours, ma fille est rentrée à la maison en se plaignant de maux de tête. Elle se plaint d'avoir des coups de chaleur quand elle fait des exercices en classe. L'enseignante me dit qu'elle a des difficultés à se concentrer et elle est inquiète. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu en France pour essayer d'interdire le masque à l'école. Maître Broussa affirme qu'aucune recherche n'a été faite sur l'impact du port du masque au quotidien chez les enfants. Il a donc commencé à travailler avec des médecins pour obtenir des données. Et aujourd'hui, mis en œuvre un processus d'information sur le taux d'oxygénation des enfants. Les remontées d'infos commencent déjà à arriver. Enfant qui part à l'école avec 96 d'oxygénation, le soir 85. À 85, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, à vous oxygéner. Broussa a dit avoir déposé une plainte contre le ministre français de l'Éducation comme moyen pour avertir le public. La Cour suprême donne à un procureur de Manhattan l'accès aux dossiers fiscaux de l'ancien président. Un analyste explique ce que cela pourrait signifier pour Trump.
Selon Michael Gretz de la faculté de droit de Columbia, le procureur Vance obtient en fait beaucoup plus que les impôts de Trump. Ils n'obtiennent pas seulement les déclarations d'impôts, mais aussi les dossiers des comptables. Ils obtiennent des contrats, ce que Trump a demandé de faire, et dans quelles circonstances. Ils reçoivent 8 ans de déclarations. Selon Gretz, le procureur peut maintenant utiliser les dossiers pour rechercher une variété de délits potentiels parmi les affaires de Trump et pas seulement des infractions fiscales. Selon Trump, l'enquête fait partie d'une longue chasse aux sorcières politiques à son encontre qui se tient dans un État totalement contrôlé par les démocrates et ses ennemis politiques. Il affirme que le procureur tente d'accomplir un démantèlement politique et que l'usage de la loi comme arme à des fins politiques est une menace pour les fondements de la liberté. Selon Gretz, les documents ont sans doute une grande valeur puisque Trump et Vance se sont battus avec acharnement à leur sujet. Vance a réclamé cette information. Il l'a demandé à la Cour suprême à 2 reprises. Et Trump n'a pas voulu qu'il ait cette information et il a essayé de la bloquer jusqu'à la Cour suprême à 2 reprises. Trump a rappelé qu'il a surmonté une série de canulars et d'attaques politiques avant même de prendre ses fonctions et il dit qu'il va continuer à se battre et qu'il va gagner. Selon Gretz, cette décision de la Cour suprême n'est qu'un chapitre d'une longue affaire loin d'être finie. Le sénateur Lindsey Graham a expliqué aux journalistes ce dont lui et l'ancien président Donald Trump ont parlé au cours du week-end. Et quel est leur plan pour les élections de 2022. Selon Graham, Trump travaille activement pour obtenir une majorité républicaine au Congrès. Avant de le rencontrer, Graham a déclaré aux journalistes vendredi que le Parti républicain doit être uni, et que le pire qui puisse arriver est que les républicains continuent à se disputer entre eux. La nouvelle de la rencontre avec Graham survient quelques jours après l'annonce du premier discours public de Trump depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Il prévoit de prendre la parole lors de la conférence d'action politique des conservateurs le 28 février. Son ancien conseiller principal Stephen Miller a indiqué qu'il parlera entre autres de la résistance à la Chine, du démantèlement des big tech et de la défense de la liberté d'expression. Coca-Cola forme apparemment ses employés à être moins blancs. C'est ce que montrent des photos mises en ligne par un lanceur d'alerte présumé. Les diapos semblent s'inspirer de la théorie raciale critique, qui s'inspire de la pensée marxiste. Essayer d'être moins blanc, c'est apparemment la conclusion du diaporama d'une formation de Coca-Cola. Les photos du lanceur d'alerte montrent que la société forme ses employés à faire face au racisme et à comprendre ce que signifie être blanc, mais alors que signifie être moins blanc. D'après les photos, cela signifie entre autres être moins oppressif, moins arrogant, moins sûr de soi et rompre avec la solidarité blanche. L'une des diapos indique que dans la civilisation occidentale, les blancs sont conditionnés pour se sentir supérieurs parce qu'ils sont blancs. On ne sait pas où les photos ont été prises. Coca-Cola a déclaré que les images ne font pas partie de son programme de formation, ajoutant que sa formation mondiale, Mieux ensemble, couvre des sujets tels que la diversité, l'égalité et l'inclusion. L'avocate conservatrice Ahmet Dillon a écrit que les diapositives semblent montrer une discrimination raciale flagrante contre les Blancs. Et la commentatrice politique conservatrice Candace Owens a demandé aux employés de poursuivre la compagnie en justice. Elle a écrit sur Twitter « Si une compagnie envoyait un kit de formation pour apprendre aux Noirs comment être moins noirs, le monde imploserait et des procès auraient lieu. » Vendredi, une militante qui soutient la théorie raciale critique a publié les photos d'un lanceur d'alerte interne. Les diapositives de formation semblent soutenir la théorie critique de la race. Cette théorie fait écho à la pensée marxiste et réinvente la lutte des classes basée sur la race et l'orientation sexuelle. Ces dernières années, elle s'est glissée dans les salles de classe, les lieux de travail et même au sein du gouvernement fédéral. L'ancien président Trump avait interdit ce type de formation pour les employés fédéraux. Il semblerait que Big Tech ne modère plus seulement le contenu des médias sociaux, mais désormais aussi la vente de produits. Amazon aurait cessé de vendre un livre qui traite de questions liées à l'idéologie transgenre. Le géant du e-shopping est passé à l'action sans faire de bruit. L'auteur a dit qu'il n'avait pas été prévenu et la firme n'a donné aucune explication. Le livre s'intitule « Quand Harry est devenu Sally, répondre au mouvement transgenre ». Il a été écrit par Ryan Anderson, président du groupe de réflexion à Washington sur l'éthique et les politiques publiques. Le livre affirme que les tentatives d'encourager ceux qui se sentent de sexe différent à se soumettre à des procédures de changement de sexe est motivée par l'idéologie plutôt que par des conseils médicaux judicieux. C'est ce qu'affirme
Matthew Frank, professeur de politique à l'université de Princeton. Il a commenté le livre en 2018. Le livre a disparu aux alentours du 21 février, au moment où Anderson publiait une tribune dans le New York Post critiquant un projet de loi de l'administration Biden. S'il est adopté, le projet de loi ajoutera l'orientation et l'identité sexuelle aux catégories protégées par le Civil Rights Act de 1964. Selon Anderson, cela aurait pour effet, je cite, d'altérer la binarité sexuelle qui est littéralement inscrite dans notre code génétique et qui est fondamentale pour beaucoup de nos lois, notamment les lois protégeant l'égalité, la sécurité et la vie privée des femmes. Le Congrès pourrait agir sur ce projet de loi dès cette semaine. Depuis le 1er février, la chaîne NTD-TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.